Chers auditeurs, il y a un dicton qui dit que les mots ne coûtent rien à acheter. Choisissez-les donc judicieusement pour vous faire plaisir les uns les autres. Mais dans un mariage, une seule phrase prononcée dans la chaleur de la colère, alimentée par l'ivresse d'une arrogance pure, peut parfois infliger plus de dégâts que 1000 lames. Elle peut tuer une romance, détruire une famille et servir d'éveil brutal. Mon histoire a commencé lors de l'une de ces nuits. Au milieu d'une fête célébrant le succès professionnel de mon mari, il est rentré à la maison. M'a jeté une demande de divorce au visage et a rugi, je te mets au défi de la signer. Sale parasite inutile. En cet instant, il ignorait totalement que son cruel défi marquerait non seulement la fin de nos 7 ans de mariage, mais servirait aussi de coup d'envoi à l'effondrement de tout l'empire dont il était si fier. Le jazz mélodieux et les rires bruyants résonnaient encore depuis le restaurant chic situé au rez-de-chaussée de notre luxueux gratte-ciel de Manhattan. La fête célébrant la nomination de Liam Sterling, mon mari, au poste de directeur général de Starlight Media battait son plein. Mais je m'étais éclipsé plus tôt. Je n'ai jamais aimé les foules bruyantes. Et ma tête tournait légèrement à cause de quelques coupes de champagne de célébration. Je suis retourné dans notre pentouse. J'ai troqué ma robe de soirée éblouissante contre un ensemble de pyjamas en douce soie. Et j'ai tranquillement rangé notre vaste et élégante demeure. Depuis 3 ans, moi, Harper Vance, m'étais habitué au rôle de l'épouse silencieuse se tenant derrière la réussite de son mari. Je ne m'impliquais pas dans ses affaires et ne faisais pas d'apparition à ses galas de réseautage. Je restais simplement à la maison pour prendre soin de notre sanctuaire, préparant des repas gastronomiques, disposant ses costumes sur mesure chaque matin et attendant son retour chaque soir. Les gens nous regardaient et me disaient chanceuse. Chanceuse d'avoir épousé un homme aussi brillant et beau que Liam. En à peine 7 ans. Il était passé du rang de simple vendeur à celui de PDG d'un conglomérat médiatique en plein essor. Il était la fierté de sa famille et un modèle pour ses amis. Il disait, tu as la vie facile. À rester tranquillement chez toi pour profiter d'une vie de luxe. J'écoutais et je me contentais de sourire. Vers 11 heures ce soir-là, la porte s'est ouverte dans un clic. Liam est entré en trébuchant, empestant l'alcool. Il n'était pas complètement ivre, mais la liqueur avait balayé ses filtres, mettant à nu son arrogance et sa suffisance. Il a desserré sa cravate en soie, a jeté sa veste de designer coûteuse sur le canapé et s'est effondré dans un fauteuil, posant ses pieds sur la table basse. « Pourquoi es-tu parti si tôt ?» a-t-il demandé, son ton inhabituellement dur, bien loin de sa douceur habituelle. « J'étais un peu fatigué, alors je suis monté me reposer, ai-je répondu. « Laisse-moi te chercher un verre d'eau pour t'aider à dessouler. » Il a refusé le verre. Il m'a regardé. Son long regard me balayant de la tête aux pieds avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Un regard de mépris absolu. Fatigué? Tu restes assise à la maison toute la journée à ne absolument rien faire? Et tu as le toupet d'être fatigué. As-tu la moindre idée du nombre de personnes que j'ai dû divertir aujourd'hui? Du nombre de verres que j'ai dû avaler de force? Sais-tu ce qu'il m'a fallu pour arriver là où je suis aujourd'hui? Je sais, ai-je dit doucement. Je sais que tu as toujours travaillé incroyablement dur. Tu sais, a-t-il ricané. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais seulement rester à la maison, cuisiner, nettoyer et dépenser mon argent. Tu es une femme inutile et complaisante. As-tu jamais fait une seule chose pour aider ma carrière? Ces mots m'ont transpercé la poitrine comme des aiguilles. Je me suis figé. Était-ce le même mari qui me murmurait des mots d'amour chaque jour que Dieu fait? Liam? Tu es ivre. Ai-je dit? Essayant de garder mon calme. Que es-tu en train de dire? Ce que je dis? J'énonce les faits. Il a abattu son poing sur la table, sa voix s'élevant en un grondement. J'en ai plus que marre de cette vie.
Marre de travailler jusqu'à l'épuisement pour nourrir un parasite comme toi. Regarde mes amis. Toutes leurs femmes sont des femmes brillantes qui apportent réellement de la valeur à leur mari. Mais toi, tu n'es qu'un poids mort, un parasite, un fardeau. Des larmes ont commencé à monter dans mes yeux. Pendant 7 ans, j'ai tout sacrifié pour toi, pour cette famille. J'ai abandonné ma carrière. J'ai renoncé à ma vie sociale juste pour être ton roc à la maison. Et maintenant, tu m'appelles un parasite. Que appellerais-je d'autre? Il a bondi de sa chaise, pointant un doigt directement sur mon visage. Regarde-toi. Tout dans cette maison. Des vêtements sur ton dos à la nourriture dans ton assiette. Y a-t-il une seule chose qui n'est pas été achetée avec mon argent? Tu ne survis aujourd'hui que grâce à moi. Ne reste pas là à faire. Genre tu m'as fait je ne sais quelle immense faveur. Je me suis étouffé avec ma propre indignation, totalement incapable de parler. Me voyant pleurer au lieu de me consoler, il a eu l'air complètement dégoûté. Pourquoi tu pleures? Je t'ai supporté assez longtemps. Si tu ne supportes pas la vérité, alors divorçons. Sur ce, il a marché d'un pas décidé vers sa mallette. En a arraché une pile de papiers et me les a jetés directement à la figure. Les pages blanches et rigides se sont éparpillées sur le parquet en bois. C'était un accord de divorce, sa signature déjà audacieusement tracée au bas de la page. J'ai fait rédiger ça il y a longtemps, a-t-il dit, sa voix suintant une cruauté absolue. J'attendais juste aujourd'hui. Le jour où je atteindrai le sommet absolu où je n'ai plus besoin de toi. Tu croyais vraiment que j'avais besoin d'une femme au foyer basique comme toi? J'ai besoin d'une femme qui puisse me pousser encore plus haut. Je suis resté là, paralysé, tout mon corps devenant glacial. Tout autour de moi était en train de voler en éclats. 7 ans d'amour. 7 ans de sacrifice s'avéraient n'être rien de plus qu'une période d'endurance pour lui. À ses yeux, je n'étais qu'un simple tremplin. Un objet bon à être jeté au moment même où il atteignait le sommet. Quoi? Le chat a avalé ta langue. Voyant mon silence, il a esquissé un sourire arrogant. Tu as peur, n'est-ce pas? Tu as peur qu'une fois que tu me quitteras, tu n'auras plus personne sur qui sucer le sang. Il s'est baissé, a ramassé la page de signature et me l'a poussée sous le nez. Signe-le, mais est-ce que tu as seulement le cran de le faire? Il m'a jeté un sourire empreint de pur dédain. Je te mets au défi de le signer, sale parasite inutile. Ce cruel défi a résonné comme une sentence de mort pour mon amour. Avait-il la moindre idée que ma signature ne serait pas une capitulation? Mais le coup d'envoi qui allait déclencher sa chute totale? Si vous voulez connaître la réponse et assister au renversement le plus spectaculaire, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Partagez et vous abonnez au podcast Sunset Stories afin de ne pas manquer les prochains chapitres. La porte de la chambre s'est refermée dans un bruit sec et brutal, me laissant complètement seul dans le salon glacial. Liam était allé se coucher, profitant probablement du sommeil profond d'un vainqueur. Un homme qui venait enfin de se débarrasser de son poids mort. Quant à moi, je me tenais au milieu des papiers de divorce éparpillés, sentant tout mon univers s'effondrer. Ces mots, parasite inutile, poids mort. Je te mets au défi de le signer, m'ont lacéré le cœur plus profondément que 10 000 lames. Je n'ai pas pleuré. Peut-être que la douleur avait dépassé le seuil des larmes, se congelant en un bloc de glace solide à l'intérieur de ma poitrine. Je me suis lentement agenouillé, ramassant les papiers un par un pour les empiler soigneusement. La signature de Liam était ferme et décisive, une confirmation finale de sa trahison. Je me suis assise sur le canapé moelleux de ce Pantouse de Tribeca d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, contemplant la skyline scintillante de New York. Cet endroit était censé être un paradis, un sanctuaire heureux. Mais ce n'était plus à présent qu'une cage dorée, froide et vide. J'ai commencé à repenser à mes 7 ans de mariage. Un long voyage que j'avais pris pour le grand amour. Pour réaliser enfin qu'il s'agissait d'une pièce de théâtre orchestrée par ma propre naïveté épars.
l'ambition démesurée d'une autre personne. Je n'ai jamais été la fille pauvre et soumise que Liam et sa famille s'imaginaient. Je suis Harper Vance, la fille unique de feu Arthur Vance, le fondateur de l'une des plus grandes sociétés de capital investissement de Wall Street. Mon père est mort dans un accident de jet privé quand j'avais 20 ans, me laissant un héritage colossal, une valeur nette que Liam n'aurait pas pu gagner en 100 vies. Mais j'avais choisi de ne pas vivre comme une reine. J'étais épuisé par ce monde mondain plein de faux-semblants et de calculs. J'avais vu des hommes s'approcher de moi non pas pour ce que j'étais, mais pour le titre de la famille Vance. J'aspirais à un amour sincère, à une vie simple où l'on m'aimerait pour moi-même. Et non pour l'énorme fonds fiduciaire qui se cachait derrière mon nom. Et c'est alors que j'ai rencontré Liam. C'était un gars de province du Midwest, fraîchement débarqué en ville pour tenter de se bâtir un avenir. Il avait de l'ambition, de la volonté et, surtout, il m'approchait avec une sincérité brute et rustique. Il n'avait aucune idée de qui j'étais. Il aimait seulement l'étudiante de fin d'études Harper, simple et modeste, qui portait des jeans, des t-shirts et adorait manger de la glace au coin des rues. Je croyais avoir trouvé l'homme exact que je cherchais. Et j'ai pris la décision la plus folle de ma vie. J'ai choisi de cacher mon identité. Je voulais sonder le terrain pour voir si cet amour pouvait survivre aux épreuves de la vie ordinaire. Avant de nous marier, j'avais dit à Liam que ma famille était composée de fonctionnaires ordinaires, que mes parents étaient décédés en me laissant seulement une modeste épargne. Liam n'avait pas manifesté la moindre déception. Il m'avait serré dans ses bras en me disant qu'il travaillerait assez dur pour nous offrir une vie abondante. Je l'avais cru. J'avais eu les larmes aux yeux. Je pensais avoir trouvé le véritable amour inconditionnel. Après le mariage, j'ai utilisé mon immense héritage par le biais d'un fonds d'investissement anonyme que j'avais créé, appelé HV Capital, pour bâtir secrètement la carrière de Liam. Starlight Media, l'entreprise où il travaillait, était à l'origine une start-up en faillite au bord du gouffre. C'est mon fonds HV Capital qui avait injecté les fonds nécessaires, transformant un navire en train de couler en un yacht de luxe. Les énormes comptes d'entreprise que Liam rapportait, les partenaires vitaux qu'il décrochait miraculeusement. Tout cela était entièrement orchestré par moi dans l'ombre. Je l'avais fait passer du statut de simple vendeur de rien du tout à celui de PDG de premier plan. Je lui avais offert sa carrière, sa réputation, sa richesse. Ce Pantouse, la Mercedes-Benz S-Class qu'il conduisait, les costumes de créateur qu'il portait. Tout avait été acheté avec mon argent, soigneusement acheminé par le biais de bonus d'entreprises massifs et de commissions que la société lui décernait pour son prétendument grand génie. J'avais fait tout cela dans un silence absolu. J'avais accepté de vivre dans l'ombre d'une épouse au foyer, permettant à sa mère et à sa sœur de me rabaisser et de me critiquer constamment. Je pensais que mes sacrifices toucheraient son cœur, le poussant à m'aimer et à me respecter davantage. Je pensais que tant qu'il réussissait et qu'il était heureux, reculer d'un pas en valait la peine. Mais j'avais tort. J'avais tragiquement tort. Je n'avais pas compris que lorsque l'on sert tout sur un plateau à un homme sans qu'il ait à suer pour l'obtenir, on ne l'aide pas. On assassine son respect de soi et on nourrit le monstre de son ego. Liam n'était plus le garçon honnête du Midwest d'il y a 7 ans. Le pouvoir et l'argent l'avaient métamorphosé. Il s'était mis à croire réellement que tout ce qu'il accomplissait était le fruit de son propre et unique génie. Il avait commencé à me regarder de haut, me prenant pour une épouse parasite qui ne rapportait pas un centime. Il oubliait que sans moi, il ne serait absolument rien. Il n'était qu'un grand zéro. Et ce soir-là, son arrogance avait atteint son apogée absolu. Il avait impitoyablement piétiné 7 ans de dévotion, m'humiliant avec les mots les plus toxiques imaginables. Il m'avait mis au défi. J'ai baissé les yeux sur les papiers de divorce posés sur la table, sa signature se moquant de moi. Très bien, Liam. Si c'est ce que tu veux, si tu veux te débarrasser de ce poids mort, alors je vais exaucer ton vœu. Mais tu ne perdras pas seulement une femme.
Tu perdras tout. Tout ce dont tu es si fier, tout ce que tu penses avoir bâti de tes propres mains. Je vais tout reprendre, jusqu'au tout dernier centime. Je me suis levé et me suis dirigé vers son bureau. L'agonie et l'humiliation en moi avaient disparu, remplacées seulement par une terrifiante et glaciale résolution. Je n'étais plus Harper, l'épouse aveuglément dévouée. J'étais Harper Vance, présidente de HV Capital. Et dans cette partie d'échecs, c'est moi qui dicterai la fin de la partie. Le pantouse était d'un silence de mort. À l'exception du tic-tac régulier de l'horloge grand-père antique dans le coin. Je ne suis pas allé dans la chambre. Je savais que Liam s'y trouvait, probablement en train de jubiler, attendant de me voir pleurer et implorer à genoux le lendemain matin. Mais il allait être cruellement déçu. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir du bureau. Un espace où je mettais rarement les pieds parce que Liam prétendait toujours que c'était son domaine réservé. Il ignorait totalement que le routeur sécurisé de ce bureau et les pare-feux internes avaient tous été codés et installés par moi. J'ai calmement pris le stylo plume Montblanc, un cadeau d'anniversaire que je lui avais offert. Le stylo même qu'il avait utilisé pour signer les papiers du divorce. Mes traits ont glissé sur le papier, net et définitif. Harper Vance. J'ai signé mon nom sur ce document fatidique sans l'ombre d'une hésitation. Cette signature n'était pas une capitulation. C'était une déclaration de guerre. Après avoir glissé le document dûment signé dans une enveloppe que j'ai scellée, j'ai pris mon téléphone secondaire crypté. Un appareil hautement sécurisé que je n'utilisais que pour les directives critiques. Et j'ai composé l'unique contact enregistré sous le nom de Queen. Ça a sonné exactement une fois avant que la personne à l'autre bout ne décroche. Harper. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu appelles à cette heure-ci? La voix vive et incisive de Queen Gallagher. Ma meilleure amie d'enfance et l'une des meilleures avocates d'affaires de Manhattan. Est sortie du haut-parleur. Queen était la seule personne au monde à connaître toute mon histoire. Ma véritable identité et la pièce matrimoniale que j'avais écrite pour moi-même. Elle m'avait averti d'innombrables fois, me disant que j'étais trop naïve et que Liam n'en valait pas la peine. Mais je n'avais jamais écouté. Queen, ai-je dit. Ma voix manquait de la faiblesse tremblante d'une épouse brisée. Elle était basse, froide et absolue. Désolé de te déranger si tard, mais je crois que le moment est venu. Le moment? Queen a eu l'air surprise. Puis son ton a basculé en mode purement professionnel. Il s'est passé quelque chose? Ce salopard t'a fait du mal? Il m'a offert le cadeau d'anniversaire de 7 ans le plus inoubliable qui soit. Ai-je ri froidement. Un règlement de divorce pré-signé et un défi. Quoi? A hurlé Queen dans le téléphone. Ce fils de... Il a osé? Ça va. Harper? Tu es où? Je vais bien. Je suis chez moi. Et je ne me suis jamais senti aussi bien que cette exacte seconde. Ai-je répondu avec un calme glaçant. J'ai signé, Queen. Un bref silence s'est installé au bout du fil. Je pouvais parfaitement imaginer l'expression abasourdie de Queen. Tu l'as vraiment signé? Oui, ai-je répondu sèchement. Il voulait sa liberté, alors je la lui accorde. Mais cette liberté a un prix très, très élevé. Alors? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu te rappelles du plan de contingence qu'on avait rédigé, les jeux interrompus? Le protocole de secours pour le pire des scénarios? Bien sûr que je m'en rappelle, la voix de Queen s'est soudain imprégnée d'excitation. L'opération Phoenix rénovée. Tu vas? Oui. Mes yeux se sont fixés sur les téléscripteurs boursiers qui dansaient sur l'écran de ma tablette. Il est temps de l'activer, tout de suite. Excellent, a acclamé Queen. Tu t'es enfin réveillé.
J'attends ce jour depuis des années. C'est quoi la première étape? Retirer les fonds de Starlight. Geler ses actifs, ou balancer ses notes de frais louches à la presse. Tout cela, ai-je dit, ma voix glaciale. Mais on l'exécute dans l'ordre exact. On resserre les taux lentement. On laisse la proie se débattre dans son propre désespoir absolu. J'ai commencé à émettre mes premières directives. Aussi articulées et précises qu'un général 5 étoiles commandant un champ de bataille. Demain matin, à exactement 8 heures. Je veux que HV Capital notifie officiellement au conseil d'administration de Starlight Media que nous retirons l'intégralité de notre capital d'investissement en raison d'un changement mondial dans notre stratégie commerciale. Aucune autre explication. Qu'on les laisse paniquer et spéculer bien. Fort. Chef, a fait Quinn. Une malice perverse dans la voix. Et ensuite? Ensuite. Contacte la Liberty Standard Bank. Ce Pantouz a été acheté sous l'une de mes sociétés. Écran et hypothéqué par leur intermédiaire. Déclenche la clause de rupture de contrat et de mandat. La banque d'engager des procédures immédiates de saisie et d'expulsion. Je veux qu'il reçoive la nouvelle qu'il est jeté hors de son précieux Pantouz de plusieurs millions de dollars alors qu'il est encore étourdi par l'effondrement de sa société. Une frappe mortelle. Quinn rit bruyamment. Autre chose. Ma reine? Oui, ai-je dit avec une lueur acérée dans les yeux. Compile chaque bribe de preuves concernant ses dépenses d'entreprise louche. Les fois où il a utilisé les fonds de la société pour divertir des escortes. Les contrats de fournisseurs où il a empoché des pots de vin sous la table. Je veux qu'il affronte toute la colère de la loi au moment exact où il touchera le fond. C'est considéré comme fait, a répondu Quinn. Tout sera exécuté à la perfection. Demain, New York va vivre un ouragan massif, Harper. Je sais. Ai-je dit avant de raccrocher. Je me suis calé dans le fauteuil, fixant le ciel nocturne. Une longue nuit s'apprêtait à passer et une journée pleine de violentes tempêtes approchait. Mais cette fois, c'était moi qui apportais la tempête. L'aube est arrivée. Les premiers rayons de soleil ont filtré à travers les baies vitrées du sol au plafond du Pantouz, illuminant un espace anormalement calme. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit après cet appel fatidique avec Quinn. Mais je ne me sentais pas fatigué. Au contraire, de l'électricité parcourait mes veines, m'apportant un niveau terrifiant de lucidité et de concentration. J'avais passé toute la nuit à auditer mon empire. Des portefeuilles de HV Capital et sociétés écrans jusqu'au circuit d'argent hautement sophistiqué. Pendant 7 ans, j'avais vécu comme une lionne en hibernation, m'emprisonnant dans le corps d'un chat domestique obéissant. Ce soir-là, la lionne s'était enfin réveillée. Je me suis lavé. J'ai glissé mon corps dans une robe fourreau noir simple mais impeccablement taillée. Et j'ai appliqué juste assez de maquillage pour masquer ma nuit blanche. Je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me renvoyait son reflet avait des yeux aussi calmes qu'un lac d'automne. Mais au fond, une violente tempête attendait d'être déchaînée. Je suis sorti dans le salon. Les papiers de divorce dûment signés reposaient bien alignés sur la table basse en verre. À côté, il y avait les clés du Pantouz et le double des clés de la Mercedes que conduisait Liam. Je n'emportais absolument rien de ce qui appartenait à ce faux mariage. J'ai roulé ma petite valise contenant uniquement quelques tenues et mes effets personnels essentiels, puis j'ai franchi la porte en silence. Je n'ai pas regardé en arrière. Ce Pantouz, jadis un foyer, n'était plus qu'une scène vide une fois le rideau tombé. La porte s'est refermée derrière moi sans un bruit, traçant définitivement la ligne de démarcation qui divisait ma vie en deux moitiés. Avant et après le cruel défi de Liam Sterling. À exactement 8 heures du matin. Alors que j'étais assise à l'arrière d'une voiture avec chauffeur que Quinn m'avait envoyé. Sirotant un café brûlant et lisant les rapports boursiers du matin sur ma tablette.
Le premier tsunami a touché terre ailleurs. Au siège de Starlight Media, l'atmosphère était électrique. Les employés chuchotaient à propos du grand gala de la veille et de leur nouveau PDG, Liam Sterling, qui siégeait au sommet absolu de sa carrière. Liam a fait irruption dans le bureau, la tête haute, s'imprégnant des regards admiratifs et des félicitations de son personnel. Il se sentait comme un roi. Il avait tout, une carrière au sommet, du prestige et, surtout, il était sur le point d'être libéré de son poids mort. Il avait dormi à merveille. En se réveillant et en voyant que j'étais parti, laissant derrière moi les papiers de divorce signés, il s'était contenté d'un sourire narquois. Une femme faible classique, qui s'enfuit, effrayée à la moindre menace. Il se sentait incroyablement victorieux. Mais cette victoire n'a duré que quelques minutes. Il venait à peine de s'installer dans son luxueux fauteuil de direction en cuir et n'avait même pas pris sa première gorgée d'espresso que sa secrétaire, le visage totalement vidé de sa couleur, a fait irruption en trombe, tenant frénétiquement une enveloppe scellée de cire rouge. Monsieur Sterling. Monsieur. Correspondance urgente de HV Capital. HV Capital. Ce nom portait un poids terrifiant pour Liam et tout le monde chez Starlight. C'était un mystérieux fonds d'investissement étranger qui avait débarqué il y a quelques années, injectant des capitaux massifs pour sauver Starlight de la quête de la faillite et la transformer en la puissance qu'elle était devenue. Ils détenaient 60% des actions et étaient les véritables propriétaires de l'entreprise. Cependant, ils n'interféraient que très rarement dans les opérations. Tout passait par un cabinet d'avocats d'affaires d'élite. Liam avait toujours été curieux de connaître la tête pensante de ce fonds. Mais leur identité était restée une énigme absolue. Pourquoi tu as l'air si paniqué? Liam a froncé les sourcils, irrité par le manque de sang-froid de sa secrétaire. Il a arraché l'enveloppe et l'a déchirée agressivement. À l'intérieur se trouvait un bref document formaté avec une terminologie juridique d'airain. Liam l'a survolé et son visage a instantanément perdu toute couleur. Son sourire suffisant s'est figé. La tasse d'espresso dans sa main a tremblé, éclaboussant de café brûlant le tapis perçant hors de prix, créant une vilaine tache sombre. Il l'a lu et relu, refusant de croire ses propres yeux. Le document déclarait qu'en raison d'un changement mondial d'orientation stratégique, HV Capital procédait au rappel intégral de tous les capitaux investis dans Starlight Media, avec effet immédiat. Tous les protocoles juridiques pour le retrait immédiat des fonds commenceraient conformément aux clauses de rupture signées. Retrait immédiat de capital. C'était ni plus ni moins qu'une sentence de mort. Sans le soutien financier massif de HV Capital, Starlight n'était qu'une coquille vide. Elle allait s'effondrer. Pas en des mois, mais en des jours, peut-être même en des heures. Non, c'est impossible, a hurlé Liam en bondissant de son siège, froissant la vie dans son poing. Pourquoi? Pourquoi si soudainement? Sans aucun avertissement? Il a chargé hors de son bureau, rugissant en direction de la suite exécutive. Réunion d'urgence. Tout le monde dans la salle de conseil, tout de suite. Starlight Media a plongé dans un chaos sans précédent. Les vice-présidents et les chefs de département, tous pâles, se sont bousculés frénétiquement. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Pourquoi leur sauveur s'était-il soudain transformé en bourreau? Que avait-il fait de mal? La salle du conseil d'administration s'est transformée en asile de fous. Liam faisait les 100 pas comme un animal en cage, son visage passant d'un blanc de craie à un rouge furieux et impuissant. Appelez le représentant juridique. Dépêchez-vous. Je dois parler au responsable de HV Capital. J'exige une explication. Hurlait-il. Mais tous leurs efforts étaient complètement futiles. Le cabinet d'avocats a répondu avec une froide indifférence. C'est la décision finale de notre client. Toutes les demandes doivent être soumises par écrit. La tempête avait officiellement commencé.
Et le premier choc sismique frappait directement la plus grande fierté de Liam. La carrière dont il se vantait sans fin. Il ignorait que cela n'était que le prélude à un cauchemar encore plus terrifiant. La nouvelle de HV Capital retirant brusquement ses fonds de Starlight a frappé les marchés financiers comme une bombe nucléaire, envoyant des ondes de choc à travers Wall Street et le secteur des médias. L'action de Starlight, jadis chouchoute du Nasdaq, a dégringolé dans une chute libre terrifiante au cours de la séance de négociation matinale. Le tableau des tickers saignait le rouge, signalant un effondrement absolu. Les investisseurs particuliers ont paniqué et ont liquidé leurs actions, rendant la situation infiniment pire. Des partenaires majeurs et des clients fidèles, entendant des rumeurs de faillite imminente, ont simultanément envoyé des avis de résiliation de contrat. Personne ne voulait couler avec un navire qui sombre. En quelques heures à peine, l'empire médiatique dont Liam était si fier était sur le point de se vaporiser dans le néant. Liam était assis dans son bureau entouré de ses cadres, mais il se sentait plus isolé que jamais. Son téléphone sonnait sans fin. Créanciers, partenaires, journalistes, tous exigeant des réponses et des explications. Mais que pouvait-il bien dire? Il ne comprenait même pas pourquoi cela se produisait. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi juste après avoir atteint le sommet de sa carrière? Le timing était trop coïncident, trop absurde. Une vague suspicion, une terreur sans nom a commencé à ramper dans son esprit. Il s'est soudain souvenu de moi. Il s'est rappelé de mon silence terrifiant la veille. De la façon dont j'étais parti si calmement. Non, impossible, a-t-il murmuré pour lui-même. C'est juste une femme au foyer. Comment pourrait-elle? Il a rapidement balayé cette idée insensée. Mais la graine du doute était plantée. Pendant que Liam tournait en bourrique dans un désordre chaotique au bureau, un autre ouragan, plus direct, frappait le sanctuaire de sa famille. Au luxueux Penthouse, Martha et Chloé Sterling, après m'avoir regardé partir avec joie, étaient occupées à profiter des spoils de la guerre. Martha avait appelé toutes ses amies pour se vanter d'avoir enfin donné une leçon à sa belle-fille. Têtue. Chloé planifiait déjà la redécoration de la suite parentale, la revendiquant comme son nouveau domaine personnel. Cet endroit est enfin à nous, a dit Martha à sa fille avec un sourire satisfait. L'épine dans notre pied a disparu. Un homme brillant comme ton frère va trouver un bien meilleur. Parti en un rien de temps. Mais leur joie fut d'une brièveté incroyable. La sonnette a retenti. Martha a marché comme la maîtresse des lieux et a ouvert la porte. Debout devant elle ne se trouvait pas un livreur ou une amie mondaine, mais un groupe de personnes accompagnées d'un homme en costume strict issu d'un cabinet d'avocats. « Pardon, vous êtes qui ?» a demandé Martha hautainement. « Je suis la propriétaire de cette maison. Vous cherchez qui ?» L'homme n'a pas argumenté. Il a simplement produit une pile de documents tamponnés avec des sceaux juridiques rouges. « Nous sommes les représentants de la Liberty Standard Bank. Conformément à ses avis, cette propriété a été mise en gage en garantie d'un prêt contracté par Vance Investment LLC. Parce que cette SARL a déclenché une clause de défaut. Nous sommes ici pour exécuter des protocoles de saisie d'actifs et d'expulsion conformément à la loi de l'État. Quoi? Les oreilles de Martha ont tinté. De quelle bêtise parlez-vous? Quelle société Vance Investment? Ce Penthouse appartient à mon fils, Liam Sterling. Madame, nous sommes désolés, a interrompu l'avocat. Selon les actes juridiques, l'unique propriétaire de cette propriété est Vance Investment LLC. Monsieur Liam Sterling et Madame Harper. Vance n'étaient que des locataires autorisés. Cette autorisation a été officiellement révoquée. Vous et votre famille avez l'ordre de faire vos bagages et de quitter les lieux dans les 24 heures. Passé ce délai, nous apposerons officiellement des cadenas sur les portes. Vance Investment. Harper Vance. Martha est restée complètement paralysée. Une réalisation horrible a commencé à poindre,
mais il était bien trop tard. Non, vous n'avez aucun droit. C'est notre maison. Chloé a surgi du couloir, hurlant à plein poumon. J'appelle la police. Je vous en prie, faites-le, a répondu l'avocat avec un détachement glacial. Nous agissons strictement dans les limites de la loi avec des décisions de justice pleinement exécutées. Martha, tremblant de tous ses membres, a sorti son téléphone et a appelé son fils. Liam. Liam. Rentre à la maison tout de suite. Il se passe un truc terrible. La banque est là pour prendre la maison. Ils disent qu'elle ne nous appartient pas. Ils nous jettent à la rue. Liam, toujours au bureau, a eu l'impression d'être frappé par la foudre. Son entreprise qui faisait faillite et sa maison qui faisait l'objet d'une saisie. Deux catastrophes frappant simultanément en une seule matinée. Il ne pouvait plus se tenir droit. Il s'est effondré dans son fauteuil, son esprit complètement vide. Le cauchemar financier était bel et bien en cours. Il réalisait enfin que ce n'était pas une coïncidence. C'était un plan, un scénario de vengeance méticuleusement calculé et tracé à la décimale près. Et le cerveau derrière tout cela n'était autre que l'épouse parasite et inutile qu'il avait impitoyablement jetée. L'appel téléphonique de sa mère a agi comme un second coup de foudre, explosant directement dans l'esprit chaotique de Liam. L'entreprise qui déposait le bilan. La maison qui entrait en forclusion. Les deux forteresses indestructibles dont il était si fier s'effondraient simultanément sous ses yeux. Il n'avait plus la capacité mentale de se soucier de Starlight Media. Il a quitté la salle du conseil en trombe, abandonnant les visages terrifiés de ses cadres. Et a sprinté comme un fou vers le parking. Il devait rentrer chez lui. Il devait voir ce qui se passait de ses propres yeux. Tout au long du trajet, sa tête tournait violemment. Vance Investissement. Harper Vance. Pourquoi ce nom? Pourquoi le pantouse qu'il supposait être un bien matrimonial appartenait-il à une société écran portant son nom? Des milliers de questions tourbillonnaient dans sa tête, ne produisant aucune réponse. Il ne restait que la sensation glaçante d'une tromperie massive en train de se nouer. Une tromperie bien plus grande que tout ce qu'il avait pu commettre. Lorsque Liam s'est garé devant son immeuble de standing, la première chose qu'il a vue était un camion de déménagement à l'arrêt juste devant le grand hall. Et là, au centre de l'entrée en marbre opulent, se trouvaient sa mère et sa sœur. Elles n'étaient plus vautrées sur des canapés hors de prix. Elles étaient blotties ensemble à côté de quelques valises. Entourées d'une pile chaotique de cartons, ayant l'air aussi pathétique que des vagabondes. L'entrée de leur pantouse avait été affublée d'un avis de saisie rouge vive de la part de la banque. En voyant son fils, Martha a sprinté vers lui comme une noyée s'accrochant à une bouée de sauvetage. Agrippant son bras et hurlant, « Liam! Oh mon Dieu, Liam! Tout est fini. C'est vraiment fini. Ils nous ont mis à la porte. Cette vicieuse de Harper. Elle nous a arnaqués. Elle a tendu un piège à toute cette famille. » Chloé sanglotait hystériquement. « Liam? On va vivre où? Je ne veux pas retourner dans cet immeuble miteux du Bronx. Je ne le ferai pas. » Liam est resté planté sur le trottoir. Il a regardé l'avis d'expulsion rouge. Puis a baissé les yeux vers sa mère et sa sœur qui pleuraient pathétiquement. Les paroles de sa mère lui servaient de confirmation finale à ses soupçons les plus fous et les plus terrifiants. Harper. C'était elle. Son épouse parasite au foyer. C'était elle la responsable de tout cela. Mais comment? Comment avait-elle pu réussir un tel tour de force? Où avait-elle trouvé le pouvoir et le capital pour contrôler un immense fonds d'investissement étranger et posséder ce pantouse de plusieurs millions de dollars? Qui était-elle exactement? D'innombrables questions sans réponse ont détonné dans le cerveau de Liam. Mais ce n'était pas le moment de chercher des réponses. Ils devaient affronter la réalité immédiate. Ils avaient été officiellement expulsés de leur paradis.
l'ordre d'expulsion n'avait pas été rendu par une belle-mère acariâtre, mais par l'exécution impitoyable de la loi et de contrats en béton armé. N'ayant d'autre alternative, Liam a loué un camion U-Haul, a chargé les fragments de leur vie luxueuse qui restaient et est reparti. Lui et sa famille en pleurs ont roulé en silence dans la direction opposée à cette vie glamour qu'ils paradèrent autrefois avec fierté, retournant vers leur passé. Vers le quartier difficile du Bronx qu'ils avaient toujours tenté de renier. Ce soir-là, à l'intérieur d'un appartement exigu et suffocant sans ascenseur dans le Bronx, une atmosphère de deuil pur les a étouffés. Les meubles sauvés du luxueux Pentouse étaient entassés pêle-mêle, laissant à peine de la place pour marcher. Martha était assise sur le sol en lino, entourée de bagages et de sacs de créateurs, pleurant et maudissant sans s'arrêter. Elle ne me traitait plus de « malchance ». Elle m'appelait un démon, un serpent venimeux, un monstre sous forme humaine. Je n'ai rien vu venir. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle était une maîtresse de la manipulation cachée à la vue de tous. A-t-elle hurlé. Elle a joué la comédie pendant 7 ans. Elle a menti à toute notre famille. Elle a fait croire qu'elle était pauvre pour infiltrer cette maison juste pour tout voler en un seul jour. Cette ville Chloé se contentait de pleurer. Ses rêves de vie mondaine, de vacances de luxe dans les hantons, s'étaient évaporés en fumée. Elle a tourné sa colère contre son frère. C'est entièrement ta faute parce que tu as été trop stupide pour voir qui tu avais épousé. Regarde-nous maintenant. On est pratiquement à la rue. Je suis censé vivre comment ici? Liam n'a rien dit. Il s'était assis en boule dans un coin sombre, serrant une bouteille de whisky et buvant à s'en faire éclater la foi. Il n'entendait plus les imprécations de sa mère ni les pleurs de sa sœur. Dans sa tête, une seule question tournait en boucle, inlassablement, qui est Harper Vance? Il avait vécu avec elle pendant 7 ans, avait partagé son lit, croyant sincèrement qu'il la connaissait mieux que quiconque au monde. Il l'avait toujours regardée de haut avec un regard condescendant, lui offrant la pitié qu'un être supérieur accorde à une femme médiocre et complaisante. Mais à présent, il réalisait qu'il ne savait absolument rien. Il avait été un imbécile complet, jouant joyeusement dans une pièce sans jamais réaliser que sa propre épouse était la metteuse en scène. Plus il y pensait, plus il était terrifié. La ruine financière était effrayante, mais l'effondrement total de sa réalité l'était encore plus. Il s'était fait avoir, spectaculairement et douloureusement avoir. Et la personne qui l'avait manipulé était la femme qu'il avait le plus méprisée. La haine et une curiosité folle l'ont consumé. Il devait découvrir la vérité. Il devait savoir qui était vraiment Harper. Les jours qui ont suivi ont été un véritable enfer pour la famille de Liam. Non seulement ils ont dû faire face à une rétrogradation violente de leurs conditions de vie d'un Pentouse de Tribeca à un appartement vétuste du Bronx, mais ils ont aussi subi les moqueries et les ricanements de leurs anciens voisins. La nouvelle de leur expulsion à la rue par leur ex-belle-fille s'était répandue comme une traînée de poudre dans le quartier. Les gens qui les regardaient autrefois avec envie les fixaient désormais avec un amusement et un dégoût non dissimulé. Martha refusait de sortir de l'appartement. Chloé s'enfermait dans sa chambre toute la journée. Leur vie se résumait à des disputes incessantes et à des silences suffocants. Mais pour Liam, l'humiliation ne pesait rien face à son besoin de vérité. Son obsession pour moi et pour HV Capital était devenue un puzzle torturant qu'il devait résoudre à tout prix. Il a lancé sa propre enquête frénétique et désespérée. Il a fouillé dans tout ce qui était lié à moi. Il a examiné de vieilles photos de mariage et des souvenirs, essayant de trouver un seul indice sur mon passé, mais c'était totalement inutile. L'histoire que j'avais inventée était totalement blindée. Une étudiante orpheline aux parents décédés, 0 parents. Et absolument aucun lien avec la richissime dynastie des Vance. N'ayant trouvé aucune réponse dans le passé, il a pivoté vers le présent. Il a frénétiquement cherché HV Capital sur Google. Mais HV Capital fonctionnait comme un fantôme à Wall Street.
L'industrie le connaissait seulement comme un fonds d'investissement étranger hyper agressif. Célèbre pour ses OPA fulgurantes et impitoyables. Mais qui le dirigeait? Où étaient leurs véritables quartiers généraux? Personne ne le savait. Toutes les données étaient protégées par un cryptage de qualité militaire. Le seul nom jamais mentionné était celui de la présidente de HV, dont la rumeur disait qu'elle était une reine de la finance terrifiantement puissante et secrète qui ne faisait jamais d'apparition publique. Liam a contacté son ancien réseau dans le secteur financier. Ces mêmes personnes qu'il avait l'habitude de choyer et de dîner avec mon argent. Il a avalé sa fierté et les a suppliés de l'aider. Mais maintenant qu'il était tombé de haut, personne ne se souciait d'assister un PDG rincé. Ils lui ont jeté quelques miettes. Notant que les opérations de HV Capital aux États-Unis étaient gérées exclusivement par un seul cabinet d'avocats d'affaires d'élite. Le cabinet dirigé par l'avocate de renom Quinn Gallagher. Quinn Gallagher. Ce nom a fait se figer Liam. Il se souvenait d'elle. C'était ma seule meilleure amie, la femme qui avait été mon témoin d'honneur à notre mariage. Les pièces du puzzle se sont violemment emboîtées. Il a sprinté vers le immense cabinet de Quinn, exigeant de la voir. Bien sûr, il a été instantanément bloqué par la sécurité à l'accueil. Je suis désolé, mademoiselle Gallagher est incroyablement occupée. Avez-vous un rendez-vous? Monsieur? Il a appelé et envoyé des messages sans fin, mais Quinn n'a jamais répondu. Son impuissance et sa rage ont atteint leur limite absolue. Liam a craqué. Il a fait quelque chose de totalement insensé. Il a décidé de l'embusquer devant le hall vitré du cabinet. Pendant 2 jours entiers. Il est resté planté là sous le soleil brûlant de New York comme un mendiant désespéré. Juste pour intercepter Quinn. Enfin, dans l'après-midi du 2e jour, Quinn est apparue. Elle est sortie dans un tailleur de créateur acéré comme une lame, dégageant une assurance et une intelligence létale. En voyant Liam, elle n'a pas eu l'air le moins du monde surprise. Elle s'est simplement contentée d'un sourire narquois. Eh bien? Si ce n'est pas Monsieur Sterling qui vient me chercher. Si c'est à propos de la procédure de divorce. Je vous suggère fortement de communiquer exclusivement par le biais de documents officiels. Quinn. Liam a bloqué désespérément son chemin. Je ne suis pas là pour le divorce. Je dois juste vous demander une chose. S'il vous plaît. Dites-moi la vérité. Qui est Harper? Qui est-elle vraiment? Et qu'est-ce que HV Capital a à voir avec elle? Quinn l'a regardé, le scannant de la tête aux pieds avec un dégoût non dissimulé. Tu veux vraiment savoir? A-t-elle demandé sarcastiquement. Mais qu'est-ce qui te donne le droit de demander? Un mari qui a cruellement humilié et mis au défi sa femme de divorcer? Je sais que j'ai merdé. Appelez Liam. Mais il faut que je sache. Je perds la tête. Quinn est restée silencieuse un moment. Puis a soupiré comme si elle prenait pitié de sa profonde stupidité. Bon, si tu es à ce point désespéré, je vais te donner une opportunité. Elle a plongé la main dans son blazer et lui a tendu une lourde carte de visite noir mat. Ce vendredi matin, à 9h. Notre présidente tient une réunion. Tu peux te rendre à cette adresse. Mais tu n'y iras pas en tant qu'invité. Tu y iras en homme vaincu venant entendre son jugement. Dernier. Sur ce, elle l'a dépassé et est montée dans son SUV noir qui l'attendait, laissant Liam sur le trottoir. Il tenait la carte de visite, son corps frissonnant d'un mélange d'adrénaline et de terreur pure. Sa chasse à la vérité semblait toucher à sa fin. Mais il ignorait que la réalité qu'il s'apprêtait à affronter était infiniment plus terrifiante que tout ce que son esprit pouvait conjurer. La carte de visite dans la main de Liam était fine, pourtant elle pesait lourd comme un rocher. Elle était conçue avec un minimalisme agressif.
Un papier cartonné noir mat avec seulement le logo de HV Capital embossé en argent métallique dans le coin et une seule adresse imprimée au centre. 72e étage, Skyward Tower, quartier financier. Aucun nom, aucun numéro de téléphone. On aurait dit une convocation à un tribunal secret où son destin ultime allait être scellé. Il fixait d'un air absent la carte. Puis regarda le SUV de luxe de Quinn disparaître dans le trafic chaotique de Manhattan. Il avait obtenu ce qu'il voulait, une réunion. Mais au lieu de le soulager, sa poitrine s'était resserrée d'une angoisse invisible et suffocante. Notre présidente. Un homme vaincu. Les mots de Quinn résonnaient dans ses oreilles, glacés et suintant la moquerie. Qui dirigeait exactement ce mystérieux HV Capital? Et pourquoi nourrissait-elle une haine aussi viscérale à son encontre? L'attente du mardi au vendredi a été la période la plus longue et la plus angoissante de toute la vie de Liam. Il ne pouvait se concentrer sur rien. Il s'était enfermé dans la chambre crasseuse de l'appartement du Bronx, ignorant sa mère qui hurlait et maudissait de l'autre côté de la porte. Martha, après avoir entendu parler de la rencontre de Liam avec Quinn, n'avait éprouvé aucune peur. Son ignorance et sa cupidité aveuglaient complètement sa logique. « Qu'est-ce qui te fait si peur ?» avait-elle hurlé à travers la porte en bois bon marché. « S'ils t'ont dit de te pointer, alors pointe-toi et exige des réponses. Tu marches droit là-dedans et tu leur dis bien en face que ta femme s'est barrée avec un autre mec et complote maintenant avec son amie avocate pour ruiner son ex-mari. Joue les victimes. Fais le pitoyable. Ces snobs de Wall Street ont une trouille bleue d'eux. La mauvaise pub. Si tu les menaces de faire un scandale monstre, ils devront reculer et te couper un chèque faramineux pour te faire taire. Elle croyait dur comme fer qu'il s'agissait d'un simple litige patrimonial standard. Elle manquait de capacité mentale pour appréhender l'échelle colossale et le pouvoir terrifiant de l'adversaire auquel il faisait face. Liam n'avait rien répondu. Il n'avait plus l'énergie de se battre. Il savait que sa mère avait tort. Tragiquement, catastrophiquement tort. Il avait commencé à rembobiner ses souvenirs, cherchant désespérément les indices invisibles sur moi tout au long de nos 7 années ensemble. Il se souvenait que je parlais rarement de mon passé ou de ma famille. Chaque fois qu'il posait la question, je me contentais de sourire en disant « Mes parents sont décédés tôt et je n'ai pas de famille. » Il ne l'avait jamais remis en question une seule fois. Il se souvenait à quel point j'étais brillante avec les chiffres. Parfois, il me surprenait à fixer des graphiques financiers complexes sur mon ordinateur portable. Mais il supposait que c'était juste un travail de comptabilité ennuyeux pour les dépenses du ménage. Il ne s'était jamais réellement soucié de ce que je faisais. Il se souvenait que ma seule amie proche était Quinn Gallagher, une avocate d'affaires redoutable et incroyablement brillante. Il avait l'habitude d'éprouver de l'envie. Pourquoi la meilleure amie de sa femme avait-elle une telle réussite alors que sa propre femme était si terriblement complaisante? À présent, en cousant les morceaux ensemble, une image floue mais horriblement terrifiante commençait à se matérialiser. Mon silence, la brillance de Quinn, l'apparition mystérieuse de HV Capital. Tout était-il lié? Une pensée insensée a traversé l'esprit de Liam. Est-ce que c'était possible? Harper ne serait-elle pas une orpheline ordinaire? Y avait-il un empire massif se cachant derrière elle dont il ignorait tout? Étage HV Capital. Harper Vance? Il s'est figé. Était-ce une coïncidence ou une réalité invraisemblable? Il s'est jeté sur son ordinateur portable, cherchant frénétiquement le nom de Harper Vance. Des millions de résultats sont apparus, mais aucun lien direct avec une PDG puissante. À la place, il a trouvé des articles archivés sur un titan massif de Wall Street décédé il y a des années. Du nom d'Arthur Vance. Arthur Vance. Harper Vance. Étaient-ils liés? Plus il creusait, plus il tombait dans un labyrinthe sans sortie. Chaque trace de ma véritable identité semblait avoir été parfaitement gommée d'Internet. J'étais comme un fantôme qui avait existé dans sa vie pendant 7 ans.
ne laissant aucune empreinte numérique concernant mes véritables origines. La terreur à l'intérieur de Liam s'est multipliée. Il réalisait qu'il ne combattait pas une ex-femme en colère. Il était face à un léviathan invisible, un adversaire dont il ne savait rien. Alors que connaissait le moindre détail sur lui. C'était une guerre désespérément inégale. Le vendredi est enfin arrivé. Ce matin-là, Liam s'est réveillé avant l'aube. Il s'est rasé, s'est coiffé méticuleusement et a enfilé le seul costume sur mesure qui lui restait. Le costume exact qu'il portait le jour où il avait été couronné PDG de Starlight. Il voulait avoir l'air impeccable, ne serait-ce que pour sauver le moindre. Le plus microscopique lambeau de dignité qui lui restait. « Tu vas où ?» a demandé Martha en voyant son fils habillé de frais. « Je vais les voir » a répondu Liam. Sa voix exténuée. « Bien » a-t-elle rayonné. « Souviens-toi. Sois dur. Ne les laisse pas t'intimider. Fais un scandale s'il le faut. La presse adore ce genre de drame. Pleure, plains-toi, dis-leur qu'elle t'a trahi. On va gagner. » Liam n'a rien dit et est sorti en silence. Les conseils de sa mère sonnaient de manière si profondément stupide et absurde à présent. Il savait que la réunion d'aujourd'hui n'était pas une négociation. C'était une condamnation. Skyward Tower surplombait le quartier financier. Une gigantesque lance de verre et d'acier transperçant le ciel de Manhattan. C'était le symbole par excellence du pouvoir absolu et de la richesse à New York. Debout à sa base, levant les yeux, Liam s'est senti incroyablement petit et totalement déplacé. Il a pris une profonde inspiration, essayant de ralentir son cœur qui battait à tout rompre. Et est entré. Le grand hall était d'une opulence à couper le souffle. S'enorgueillissant de sol en marbre poli et de lustres en cristal aveuglant. Une réceptionniste superbe en uniforme impeccable a offert un sourire poli. « Bonjour. Monsieur. Comment puis-je vous aider ? J'ai un rendez-vous avec la présidente de HV Capital. » a dit Liam. Sa voix instable. La réceptionniste a vérifié son écran. « Ah, monsieur Liam Sterling. Par ici, s'il vous plaît. » « Monsieur. Les ascenseurs exécutifs sont juste après la sécurité. » Un garde de sécurité massif en costume noir attendait déjà. Il n'a pas parlé, se contentant de faire signe à Liam de le suivre. Ils ont marché vers un secteur privé comprenant un ascenseur entièrement fait de verre et d'acier. Brossé. Le garde a glissé une carte magnétique et les portes se sont entr'ouvertes. Il n'y avait aucun bouton à l'intérieur. Le garde a glissé sa carte contre un lecteur et l'ascenseur s'est instantanément élancé vers le haut. À une vitesse vertigineuse. Les chiffres numériques sur l'écran ont défilé en flou, 50, 60, 70. Enfin, il s'est immobilisé au 72. Dans un carillon doux. Les portes se sont écartées. Ce qui a accueilli les yeux de Liam était un monde totalement différent. Ce n'était pas un étage d'entreprise standard bourré de cubicules. C'était une vaste suite exécutive ultra-minimaliste qui criait la puissance absolue. Le sol était recouvert d'une moquette épaisse et pelucheuse de couleur charbon de bois. Les murs étaient lambrissés de chêne foncé. Un côté entier était constitué d'une immense baille vitrée allant du sol au plafond, offrant une vue panoramique divine sur la skyline de New York. La ville chaotique et bourdonnante semblait reposer entièrement à ses pieds. Une femme en tailleur noir impeccable, clairement une assistante de direction, attendait. Elle a légèrement incliné la tête. « Bonjour. M. Sterling. Veuillez me suivre. La présidente vous attend. » Elle a guidé Liam à travers le vaste hall vers une lourde paire de doubles portes en bois de chêne. Massif sans plaque nominative. Elle a frappé doucement 3 fois et a poussé les portes. Par ici. Liam a pris une inspiration et a pénétré à l'intérieur.
Le sanctuaire intérieur de la mystérieuse présidente était encore plus minimaliste que le hall. Pas de classeur immensément haut, pas d'œuvre d'art criarde. Juste une dalle massive de noyer noir massif servant de bureau. Quelques chaises de visiteurs en cuir et une petite bibliothèque dans le coin. Tout rayonnait d'une autorité absolue et glaciale. L'éclairage était intentionnellement tamisé, s'appuyant principalement sur la lumière naturelle du soleil qui se déversait par la baie vitrée. Derrière le bureau. Et là, assise dans un fauteuil de direction à haut dossier en cuir noir. Faisant face à la fenêtre avec le dos tourné à la porte, se trouvait une silhouette. La figure était assise en silence, contemplant la ville, une silhouette élancée. Ses cheveux épinglés en un chignon impeccable et acéré. « Asseyez-vous » a résonné la voix d'une femme. Calme mais suintant une autorité suprême. Liam a tressailli. Pourquoi cette voix lui semblait-elle légèrement familière? Il a timidement tiré la chaise pour les inviter et s'est assis, le cœur battant comme un tambour de guerre. Il s'était préparé à affronter un vétéran impitoyable de Wall Street. Un tyran d'âge mûr à poigne de fer. Mère. Merci. Madame la Présidente. De me recevoir. A-t-il balbutié. La femme n'a pas répondu immédiatement. Très lentement, elle a fait pivoter son fauteuil, et dans cette fraction de seconde exacte, le temps s'est complètement arrêté. Liam Sterling s'est transformé en pierre. Son visage est passé de la tension extrême au choc absolu, puis à la panique brute. Et enfin à une horreur cosmique indescriptible. Sa mâchoire est tombée, ses yeux sont sortis de ses orbites. Il a levé un doigt tremblant vers la femme, complètement incapable de former un seul mot. La personne assise sur le siège de la présidente. La personne tenant la vie et la mort de toute sa compagnie entre ses mains. La personne le fixant avec des yeux aussi froids que le zéro absolu et un demi-sourire narquois. N'était autre que Harper Vance. L'épouse parasite et inutile qu'il avait impitoyablement jetée aux orties. Le bureau de direction au sommet de Skyward Tower a plongé dans un silence de mort suffocant. Chaque son avait été aspiré de la pièce, ne laissant qu'un bourdonnement violent dans les oreilles de Liam et les battements frénétiques de son propre cœur. La femme assise dans le fauteuil de la présidente. Le titan devant lequel il était venu implorer sa miséricorde, était Harper. Mais ce n'était pas la Harper qu'il connaissait. Ce n'était pas la douce épouse soumise aux yeux complaisants. Ce n'était pas la maîtresse de maison complaisante en pyjama de soie. La femme assise devant lui était une totale étrangère. Je portais un tailleur pantalon blanc impeccablement taillé qui commandait une autorité absolue. Mes cheveux étaient balayés en un chignon immaculé, soulignant un profil aristocratique acéré. Mon maquillage était subtil mais mortel. Mes lèvres rouges foncées se courbant en un sourire de pur dédain. Mais mes yeux étaient la partie la plus terrifiante. Ils ne contenaient rien de l'amour chaleureux et dévoué du passé. Ils étaient d'un froid glacial, abyssaux, et totalement dépourvus d'empathie. C'était le regard d'un prédateur suprême regardant de haut un minuscule insecte insignifiant. Cette aura, cette puissance pure et non altérée, ne pouvait pas se feindre. H. Harper, a balbutié Liam, essayant désespérément de forcer un mot cohérent. Mais sa gorge était sèche comme de l'os, sa langue paralysée. Il s'est frotté les yeux à plusieurs reprises, priant pour que ce soit une hallucination. Un cauchemar induit par le stress. Mais ça ne l'était pas. La réalité devant lui ne changeait pas. C'était le même visage douloureusement familier, dégageant pourtant une aura si extraterrestre qu'elle en était effrayante. Qu'y a-t-il, monsieur le PDG, ai-je enfin pris la parole. Ma voix n'était plus plate et calme, elle était truffée d'une moquerie non dissimulée. Tu as l'air surpris. Tu n'es pas ravi de voir ton ex-femme assise ici? Ex-femme? Ces deux mots ont frappé son esprit chaotique comme une masse. C'est vrai. Nous étions divorcés. Ou plutôt, c'était lui qui m'avait répudié. Non, c'est impossible.
Il s'est levé en trébuchant, me pointant du doigt, la voix tremblante de violence. Tu n'es pas Harper. Harper. Ma femme. Elle est juste une femme au foyer. Elle ne pourrait jamais. Absolument jamais être la présidente de HV Capital. Je l'ai coupé en me levant et en sortant lentement de derrière le bureau massif. Chacun de mes pas dans mes escarpins Christian Louboutin à semelles rouges résonnait nettement contre le parquet en bois. Impossible qu'elle soit la personne détenant la sève vitale de toute ta compagnie, hein, Liam? Je me suis arrêté juste devant lui, à peine à portée de bras. Je pouvais clairement voir la panique pure et non adultérée inonder ses yeux. C'est ce que tu as toujours pensé, n'est-ce pas? Que j'étais juste un parasite. Une femme inutile suçant le succès de ton propre sillage? Tu étais si profondément fier. Si arrogant, croyant sincèrement que tu étais le roi bienveillant m'offrant une vie luxueuse. J'ai laissé échapper un rire froid et glacial. Tu te trompais. Mortellement trompé. Liam. Tu n'as jamais été le pourvoyeur. Tu n'étais rien d'autre qu'un mendiant. Un homme qui a vécu. Pendant 7 ans sur ma pure charité sans jamais s'en apercevoir. Tu mens, a-t-il rugi, essayant désespérément de s'accrocher à son dernier lambeau d'ego. Tout ce que j'ai accompli. Je l'ai bâti avec mon propre talent. J'ai saigné pour cette entreprise. Du talent? J'ai levé un sourcil, lui jetant un regard de profond dégoût. Tu crois honnêtement qu'avec tes capacités agressivement médiocres, tu aurais pu grimper au poste de PDG? Tu penses vraiment que ces contrats massifs de plusieurs millions de dollars sont tombés par magie dans ton escarcelle? Tu croyais vraiment être assez brillant pour prendre une start-up en faillite et en faire la coqueluche de Wall Street? Je ne lui ai pas donné une seule seconde pour répondre. Je me suis retourné vers mon bureau et j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Queen. Entre. Les lourdes portes de chêne se sont ouvertes. Queen Gallagher, resplendissante dans son tailleur d'avocate d'affaires, est entrée en tenant une tablette. Elle m'a souri chaleureusement. Puis a jeté à Liam un regard tellement chargé de mépris qu'il aurait pu fondre de l'acier. Bonjour, Liam. Ravi de te revoir. Bien que. Il semble que notre dynamique de pouvoir ait un peu changé aujourd'hui. Liam s'est figé. Il n'avait jamais prévu que Queen soit ici. Le dévoilement ultime avait désormais un procureur vedette dans une salle d'audience où j'étais le juge. Le piège était tendu de manière si irréprochable qu'il n'avait absolument aucune issue. Je pense qu'il est temps que nous montrions à notre cher PDG quelques faits indéniables. Ai-je dit en faisant signe à Queen. Queen a hoché la tête. Elle s'est avancée et a abattu la tablette sur le bureau, l'écran faisant face à Liam. Commençons, a dit Queen, sa voix suintant une précision juridique létale. Commençons par ta plus grande fierté et ta plus grande joie, Starlight Media. Sur l'écran, un organigramme de structure de capital infiniment complexe est apparu. Queen a tapoté l'entité tout en haut. Tu vois ce nom? HV Capital. Le fonds qui a sauvé ton entreprise. Et le fonds qui vient de l'égorger. Tu t'es jamais demandé ce que HV voulait dire? Liam est resté d'un silence de mort. Ses yeux fixés d'horreur sur l'écran. HV, Queen a prononcé chaque syllabe distinctement, signifie Harper Vance. La femme que tu as appelée un parasite. Queen a balayé l'écran vers un autre document. Voici la charte d'entreprise enregistrée aux îles Caïmans. Et le fondateur, l'unique propriétaire, n'est autre que ton ex-femme, Mademoiselle Harper Vance. Ce fonds a été créé il y a 7 ans. Juste avant que vous ne vous mariez. Avec un capital initial viré directement depuis un immense fonds fiduciaire suisse. Le visage de Liam est devenu complètement cendré. Il a reculé en trébuchant, agrippant lourdement le dossier de la chaise pour s'empêcher de s'effondrer. Toute la fondation de son arrogance venait d'être vaporisée.
Il n'était pas un cadre supérieur chaud bouillant travaillant pour un fonds étranger. Il était littéralement juste un salarié embauché travaillant pour sa propre femme. Ensuite, a poursuivi Quinn, lui laissant zéro répit. Parlons de ton soi-disant talent. Une série de mails et de mémos internes a défilé à toute vitesse sur l'écran. Le contrat de Z Holdings qui a rapporté 50 millions de dollars de bénéfices. Tu te rappelles de ça? Tu pavonis comme un dieu. Mais savais-tu que le président de Z Holdings était le meilleur ami d'Arthur Vance? C'est Harper qui a utilisé ses notes personnelles pour le supplier de signer avec une entreprise de pacotille comme Starlight. Et naturellement, tu as pris tout le mérite et l'énorme bonus. Le projet de Singapour. Tu t'es vanté d'avoir fait des allers-retours en avion. D'avoir négocié dur. La réalité. HV Capital a secrètement payé des pots de vin massifs de conseil pour les amener à accepter. Et là, personne qui a autorisé ces virements. Harper, accord par accord, réalisation par réalisation. Tout ce que Liam revendiquait comme sien lui fut violemment retiré. Il n'était pas un général brillant. Il était une marionnette dansant sur des ficelles tirées depuis l'ombre. Il était un acteur jouant un rôle de composition avec un succès fou. Complètement inconscient du fait que la réalisatrice et productrice exécutive était la femme qui lui préparait son dîner chaque soir. Et enfin, la voix de Quinn est descendue à une température glaciale. Parlons de ton sanctuaire bien-aimé. L'acte de propriété du Pantouse de Tribeca est apparu à l'écran. Propriétaire, Vance Investment LLC. La maison dans laquelle tu as vécu pendant 7 ans. La maison dont tu as si impitoyablement chassé ta femme. N'a jamais appartenu à toi. C'était un actif d'entreprise. Tu n'étais qu'un locataire. Un squatteur qui ne payait même pas de loyer. La Mercedes-Benz S-Class que tu conduisais pour parader devant tes potes. Enregistré au nom de la SARL. Bon sang. À ricaner Quinn, le costume de créateur que tu portes en ce moment. La cravate Hermès autour de ton cou. Acheté et payé par la carte de crédit de l'entreprise. Ça suffit, a rugi Liam. Le cri guttural d'un animal en train d'être écorché vif. Il ne pouvait plus supporter cela. La vérité était trop brutale, trop profondément humiliante. Il avait absolument tout perdu. Non seulement sa carrière et son argent, mais son passé, sa fierté et toute sa raison d'exister. Pendant 7 ans, il avait vécu dans un rêve pailleté façonné entièrement par mes mains. Et à présent, je l'avais réveillé violemment. Il est tombé à genoux, directement sur le parquet en bois. Cette fois, ce n'était pas par colère, mais par une capitulation totale et catastrophique. Il a rampé en avant, agrippant mes chevilles, sanglotant hystériquement. Harper. Harper, j'ai eu tort. Je suis un bâtard. Une pièce de pacotille. Je ne suis même pas humain. S'il te plaît. Je t'implore. Pardonne-moi. Donne-moi une chance de plus. Je vais tout réparer. Je ne te regarderai plus jamais de haut. Je serai ton esclave. Ton chien. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je suis resté parfaitement immobile, regardant l'homme rampant à mes pieds. Son visage couvert de morve et de larmes. Le spectacle était d'une indescriptible pathétique. Mais mon cœur n'a pas fléchi d'un seul micro-pouls. Cruel? Je me suis penché, me collant juste à côté de son oreille. Ma voix un chuchotement de lame de rasoir. Comparé à toi me jetant un papier de divorce au visage et m'appelant un parasite inutile. Dis-moi. Qui est le cruel des deux? Je ne l'ai pas aidé à se relever. J'ai simplement détaché ses mains désespérées de mes chevilles. Je me suis retourné et j'ai marché vers la baie vitrée, contemplant la ville en contrebas. Quinn, appelle la sécurité, ai-je ordonné, ma voix vidée de toute émotion. Escorte notre invité dehors et assure-toi qu'il est définitivement blacklisté de l'entrée de cette
Immeuble pour le restant de ses jours. La partie d'échecs était terminée et le perdant s'apprêtait à payer le prix fort pour son immense arrogance. Les gémissements agonisants de Liam ont résonné dans mon bureau alors même que deux gardes de sécurité massive en costume noir le traînaient dehors. Il avait cessé de résister, se laissant emporter comme un cadavre sans vie. Ses yeux étaient complètement vides, sa bouche marmonnant des « s'il vous plaît » incohérents. Les lourdes portes de chêne se sont refermées, ramenant mon sanctuaire au sommet de la tour à un silence absolu. Je suis resté là, le dos tourné à la pièce, fixant le trafic frénétique de Manhattan en bas. La ville pulsait de vie, complètement inconsciente de l'empire qui venait de s'effondrer. De la vie qui venait d'être pulvérisée. Queen s'est approchée et s'est tenue à mes côtés. « Ça va » a-t-elle demandé doucement. Son ton avait abandonné la pointe sarcastique, remplacé par une profonde et authentique sollicitude. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fermé les yeux et j'ai inspiré profondément. Est-ce que ça allait? Je n'en étais pas sûr. Je ne me sentais pas triomphante, pas plus qu'extatique. Je ressentais juste un vide étrange et écrasant. La pièce que j'avais méticuleusement chorégraphiée s'était exécutée à la perfection. Le traître avait été exécuté. Mais pourquoi est-ce que je ne me sentais pas comme une gagnante? 7 ans, ai-je murmuré, ma voix tremblant légèrement. Pendant 7 ans, même en connaissant ses défauts. J'ai espéré. J'ai sincèrement espéré que mon amour pourrait le réparer. J'ai espéré que mes sacrifices finiraient par lui valoir mon respect. Je me suis menti à moi-même. Pensant que tant qu'il réussissait et qu'il était heureux, reculer d'un pas en valait la peine. Ce n'était pas ta faute, a dit Queen en posant une main sur mon épaule. Tu as juste été trop gentille. Trop profondément amoureuse. Lui et sa famille. Ils n'ont jamais mérité une fraction de tout ça. Ce ne sont que des vautours se nourrissant du sang des autres. Je sais. J'ai hoché la tête en ouvrant les yeux. La faiblesse dans mon regard avait disparu. Mais c'est fini maintenant. J'ai personnellement incinéré l'illusion que j'avais construite. Et je ne regrette absolument rien. C'était vrai. Je n'avais aucun regret. J'avais peut-être perdu un mariage, mais j'avais reconquis ma propre personne. Une féroce et indépendante Harper Vance, qui n'était plus enchaînée par personne. Et c'était tout ce qui importait. Pendant ce temps, Liam, après avoir été violemment jeté hors de Skyward Tower, errait dans les rues de Manhattan comme un zombie. Il marchait sans but. Son visage était un vide. Son costume de créateur hors de prix était complètement froissé, sa cravate en soie pendait de côté. Il avait l'air d'un mendiant tout juste expulsé d'un gala. Son cerveau était un mixeur de traumatismes. L'image de moi assise là en tant que PDG hyper puissante tournait en boucle sans fin. Mes mots, les mots de Queen, lui perforaient le crâne comme des vis en titane, anéantissant systématiquement chaque once de confiance qu'il avait jamais possédée. Parasite, squatter, marionnette, un employé travaillant pour sa propre femme. C'était la pure vérité, une vérité d'une brutalité indéniable. Il avait toujours cru qu'il était un roi. Mais il n'était qu'un bouffon de cour dans son propre royaume imaginaire. Il a éclaté de rire, un rire maniaque, tragique et hystérique. Au milieu du trottoir bondé. Les New-Yorkais se sont retournés pour le regarder avec pitié et inquiétude. Supposant qu'il avait perdu la tête. Il a continué à marcher, jusqu'à ce que ses jambes le lâchent. Il s'est effondré sur un banc en béton près de Central Park, enfouissant son visage dans ses mains. Les épaules secouées de violents soubresauts. Il a pleuré. Un homme de 32 ans, ancien PDG en vue. Sanglotant de manière incontrôlable comme un nourrisson. Non pas parce qu'il avait perdu son argent ou son emploi. Mais parce qu'il avait absolument tout perdu. Il avait perdu la femme qu'il aimait plus que sa propre vie. Il avait perdu 7 ans de bonheur factice mais béat. Et il avait perdu son identité même. Il comprenait enfin que le prix de l'arrogance et de la trahison était infiniment plus élevé que ceux
que son esprit pouvait jamais concevoir. Ce ne fut qu'à la tombée de la nuit, lorsque les lumières de la ville s'allumèrent, que Liam traîna son corps brisé pour retourner à l'appartement du Bronx. À la seconde où il ouvrit la porte, il fut assailli par sa mère et sa sœur. « Bon, t'as foutu quoi toute la journée » a exigé Martha agressivement. Ses yeux brillants de cupidité. Qu'est-ce qu'elle a dit? Cette hôte est puissante? Elle est terrifiée? Elle a promis de recracher l'argent? Chloé a bondi. Ouais, Liam. Elle doit trembler dans ses bottes? Non. Je t'avais dit que ces gens font les durs jusqu'à ce qu'on les menace. Elle nous écrit un chèque de règlement? Elle baignait toujours dans leur propre délire. Elle croyait dur comme fer que leur fils était allé à Wall Street pour me menacer et exiger justice. Elle n'avait aucune idée qu'il revenait d'un tribunal où il était le condamné à mort. Liam n'a rien dit. Il est passé devant elle dans un silence de mort, s'est effondré sur une chaise en bois bon marché. A versé un grand verre d'eau du robinet et l'a avalé d'une seule traite. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu dis rien? La patience de Martha a craqué. Quelque chose a mal tourné? Ne me dis pas que cette garce refuse de cracher au bassin. C'est fini? A enfin dit Liam. Sa voix rauque et creuse. C'est tout fini. Maman. Comment ça, c'est tout fini, a hurlé Martha, refusant d'accepter la réalité. Explique-moi ça tout de suite. Tu es en train de me dire que cette salope refuse de nous donner notre fric? Maman, la ferme, a soudain rugi Liam, explosant de désespoir absolu. Tu as la moindre idée de qui on a emmerdé. Tu as la moindre idée de qui elle est vraiment. Et là, à l'intérieur de ce salon exigu et crasseux, Liam a tout avoué. Il leur a raconté la réunion au sommet de la tour, ma véritable identité. Le fait que j'étais la présidente de HV Capital. Il a expliqué comment l'entreprise, le Pantouse, les voitures. Toute la carrière avait été construite entièrement par mes mains invisibles. Il a parlé dans un état de délire pur, riant et pleurant simultanément comme un malade mental. Martha et Chloé ont écouté, complètement paralysées. Elles sont restées là, leurs visages se vidant de tout sang, refusant d'assimiler les mots entrant dans leurs oreilles. La belle-fille parasite. Inutile et sans culture qu'elle moquait quotidiennement était en réalité une reine milliardaire. Intouchable. Leur grand projet d'exiger un règlement de divorce avait soudain l'air astronomiquement stupide. Non, non, c'est un mensonge, a murmuré Martha, secouant violemment la tête. Tu plaisantes? N'est-ce pas? Cette garce est juste en train de monter une autre combine pour t'amadouer. Elle n'a pas ce genre de pouvoir. Un pépé riche de Wall Street doit forcément la couvrir. Elle fait juste son show pour te foutre les jetons. Son ignorance suprême et sa jalousie toxique rendaient physiquement impossible l'acceptation de la vérité. Elle préférait croire que j'étais la maîtresse d'un milliardaire plutôt que d'admettre que j'étais la milliardaire moi-même. Exactement. Ça doit être ça, a renchéri Chloé, s'agrippant désespérément au délire. Elle veut juste se venger. Liam? Tu ne peux pas la laisser s'en tirer comme ça. On doit l'exposer. On doit dire au monde entier que c'est une croqueuse de diamants tricheuse. Elle ne comprenait toujours pas. Elle refusait toujours de se regarder dans un miroir. Elle savait seulement rejeter la faute sur les autres et rabaisser son prochain. Liam a regardé sa mère et sa sœur, une vague infinie d'épuisement l'envahissant. « Maman, arrête. Ça ne sert à rien, a-t-il dit faiblement. Personne ne la couvre. C'est elle la milliardaire. Je n'y crois pas. Martha a bondi du sol, les yeux fous d'une rage psychotique. Je vais descendre là-bas. Je vais y aller pour voir de mes propres yeux. Je vais l'écharper. Si elle ose ruiner mon fils, elle verra exactement à quel point je peux être vicieuse.
Elle avait complètement perdu la tête. Elle ne pensait plus à supplier la miséricorde, elle voulait partir en guerre. Elle voulait monter un ultime chef-d'œuvre théâtral. La mère poule tragique volée par la méchante belle-fille. Et ainsi. Le lendemain matin. Un cirque absolu a éclaté devant la grande place de Skyward Tower. Martha et Chloé, vêtues des habits les plus dépenaillés et pathétiques qu'elles possédaient, sont arrivées avant l'heure de pointe. Elles se sont effondrées sur le trottoir en béton, gémissant et hurlant après chaque banquier de Wall Street qui passait. Oh, doux Jésus! Tout le monde, regardez! Martha a entamé sa performance. Regardez comment ma diabolique belle-fille a ruiné ma famille. Mon pauvre fils s'est cassé le dos. À bâtir sa boîte pendant qu'elle restait à la maison à ne rien faire. Et à la seconde où il a réussi, elle a couché avec un mec blindé. A volé sa boîte et a jeté son mari à la rue. Elle a piégé mon fils. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une telle pure vilainie? C'étaient d'excellentes actrices. Une foule de badauds curieux s'est rapidement formée. Les smartphones ont été levés, enregistrant tout. Elles avaient réussi à détourner l'attention publique. Elles m'attendaient. Et j'ai répondu présente. Quand ma Rolls-Royce Phantom noire de G a glissé en douceur dans la zone de dépose minute de la société, la foule a retenu son souffle. Les portes se sont ouvertes. Je suis sorti en portant un tailleur pantalon rouge sang. Derrière moi se trouvaient Queen et 2 gardes du corps massif. J'ai vu Martha et Chloé assises sur le pavé crasseux en train de faire leur crise. Mais mon visage est resté taillé dans la pierre. Je ne me suis pas arrêté. J'ai marché tout droit vers le hall. Harper, espèce de vicieuse. Arrête-toi tout de suite, a hurlé Martha en me voyant, s'élançant en avant pour bloquer mon chemin. Mais elle a été instantanément interceptée par mon service de sécurité. Lâchez-moi. Je suis sa belle-fille. Je suis sa mère. Je vais donner une leçon à cette ordure. Elle se débattait et maudissait, créant un spectacle absolu. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai simplement fait un signe de la main au chef de la sécurité de l'immeuble. Puis je me suis tourné vers Queen, parlant assez fort pour que les paparazzi, qui n'avaient pas manqué de pointer le bout de leur nez, puissent entendre. Tu vois, Queen. C'est exactement pour ça que j'ai dû divorcer. Je peux tolérer un mari profondément incompétent. Mais je ne peux absolument pas tolérer une belle famille inculte et sauvage. Sur ce, je suis entré directement dans l'ascenseur privé, laissant derrière moi un cirque pitoyable et raté. Après avoir été expulsés de force par la sécurité, Martha et Chloé sont devenues la risée de New York. Leur ultime coup d'éclat désespéré n'avait pas éraflé ma réputation d'un iota. Il n'avait fait qu'amplifier leur propre humiliation catastrophique. Leur numéro pathétique s'est déroulé exactement comme on pouvait s'y attendre de la part d'imbéciles. Aux abois et à la vue courte. Elles avaient choisi la place de Skyward Tower, le cœur battant du quartier financier, comme scène. Martha, une femme qui, quelques semaines plus tôt, se drapait dans des soies de créateur, était assise sur le béton froid. Elle avait intentionnellement décoiffé ses cheveux et frotté de la saleté sur son visage. Elle gémissait sur mes prétendus crimes, s'en tenant à un scénario lourdement répété. Chloé était assise à côté d'elle, enfouissant son visage dans ses mains, sanglotant et m'accusant d'avoir volé la vie de son frère. Elles ont réussi à attirer une foule massive et, surtout, quelques journalistes de tabloïds, probablement tuyautés par Chloé, étaient aux premières loges, les appareils photo crépitants. Elle voulait que je sorte de l'immeuble paniqué et humilié. Elle voulait que je les traîne dans un coin sombre pour leur signer un chèque de silence de plusieurs millions de dollars juste pour protéger l'image immaculée de HV Capital. Elles attendaient leur victoire ultime. Mais elles ignoraient que non seulement je les attendais, mais que j'avais préparé une estrade infiniment supérieure. Une exécution publique où je servais de juge en chef. Quand ma Rolls-Royce est arrivée,
je suis descendu dans mon complet rouge flamboyant. La couleur du feu et de la victoire absolue. Je ne les ai pas regardés. J'ai avancé, mes talons aiguilles claquant en rythme contre le pavé, noyant complètement leur hurlement pathétique. Quand je les ai ignorés, Martha a hurlé plus fort, essayant de m'attaquer physiquement avant que la sécurité ne la plaque au sol. Je ne me suis pas arrêté. J'ai marché directement vers le centre du grand hall où mon équipe de relations publiques avait déjà installé un pupitre élégant et un système de sonorisation haut de gamme. Je me suis approché du micro. Chaque caméra, chaque paire d'yeux s'est immédiatement braqué sur moi. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, ai-je dit. Ma voix résonnant à travers le hall massif avec une autorité écrasante. Je suis Harper Vance, présidente de HV Capital. Je sais que ma présence ici est exactement ce que vous attendiez tous. J'ai balayé la foule du regard, mes yeux se posant pile au centre sur Martha et Chloé, qui me fixaient désormais dans un silence absolument abasourdi. Ces deux femmes, ai-je pointé directement vers elles, sont mon ex-belle-mère et mon ex-belle-sœur. Elles sont venues ici aujourd'hui pour m'accuser publiquement d'être une épouse traîtresse qui a volé l'empire de son mari. Elles ont tissé un conte de fait déchirant sur un homme brillant détruit par une femme maléfique. J'ai fait une pause, laissant un sourire mince comme une lame traverser mes lèvres. Une histoire fantastique, mais malheureusement, elle est entièrement fabriquée. Aujourd'hui, je ne vais pas argumenter avec elle. Je ne vais pas me justifier. Ma voix s'est durcie en un acier pur. Parce que je crois que la vérité parle infiniment plus fort que les mots. Et je vais laisser le premier rôle de leur petite histoire vous dire la vérité lui-même. J'ai fait signe à Queen. Elle a hoché la tête, connectant instantanément sa tablette au gigantesque panneau publicitaire LED multi-étage dans le hall, un écran que j'avais demandé à la gestion de l'immeuble de sécuriser pour 7 minutes exactes. Aussitôt, l'écran s'est illuminé. Et le hall entier a retenu son souffle à l'unisson. La vidéo qui passait n'était pas un tableur financier complexe. C'était l'enregistrement de sécurité haute définition tiré directement du salon de mon Pantouse de Tribeca lors de cette nuit fatidique. L'audio était parfaitement amplifié. Je te mets au défi de la signer. Sale parasite inutile. Le rugissement brutal et arrogant de Liam a résonné contre les murs en marbre, giflant la foule en plein visage. La séquence vidéo d'une netteté cristalline le montrait en train de me jeter violemment les papiers du divorce au visage. Elle me montrait debout là, figée, entourée de documents éparpillés. La foule est tombée dans un silence de mort. Les journalistes de tabloïds, qui avaient préécrit leurs papiers à charge contre moi, se tenaient la mâchoire décrochée. Le récit pathétique de victimes de Martha et Chloé venait d'être pulvérisé en poussière par leur propre fils chéri. Mesdames et messieurs, ai-je dit, brisant le silence. Vous l'avez entendu. Vous l'avez vu. C'est le vrai visage du mari brillant et aimant dont sa famille est si incroyablement fière. C'est l'affection que j'ai reçue après 7 ans à financer toute sa vie. Et c'est exactement pour cela que j'ai divorcé. J'ai fixé droit les objectifs des caméras, m'adressant aux millions de personnes qui regarderaient inévitablement cela en ligne. En tant que femme, je peux tolérer un mari qui manque de richesse. Mais je ne tolérerai jamais un mari qui manque de décence humaine élémentaire. Je peux accepter une vie modeste, mais je refuserai absolument et catégoriquement une vie où ma dignité est violemment piétinée. J'ai reporté mon regard sur Martha et Chloé. Mes yeux ne contenaient aucune colère, seulement un jugement arctique et terrifiant. Quant à vous deux, votre petit spectacle de fin de soirée s'arrête exactement ici. Au lieu d'être assise sur le béton, à pleurer sur une mine d'or qui ne vous a jamais appartenu. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous et demandez-vous quel genre de monstre vous avez élevé. Ça. Chute n'a pas été causée par ma vengeance. Elle a été causée par sa propre incompétence profonde.
par votre cupidité toxique sans borne. Je n'ai plus rien à dire. Nous avons terminé ici. Je me suis éloigné du pupitre. Sécurité, ai-je ordonné sans une microseconde d'hésitation. Expulsez ces deux invités non désirés des lieux. Et à dater d'aujourd'hui. Skyward Tower est définitivement interdit d'accès aux personnes de leur acabit. Mon verdict final était rendu. C'était une exécution publique brutale de leur caractère. Infiniment plus douloureuse que n'importe quelle punition physique. Martha et Chloé. Sous les flashs aveuglants de la presse et les regards dégoûtés de centaines de New-Yorkais, ont été traînés dehors par la sécurité dans un déshonneur absolu et irréversible. Suite à cette conférence de presse explosive, mon histoire a transcendé un simple scandale de divorce de célébrité. C'est devenu un phénomène culturel, un symbole d'émancipation des femmes, de limite et d'indépendance absolue. Le clip viral du cruel défi de Liam juxtaposé à ma réponse publique létale a déclenché une vague massive de soutien à travers les médias nationaux et Internet. Le nom de Harper Vance n'était plus lié à des drames de tabloïds salissants. Il était devenu une source profonde d'inspiration. Pendant ce temps, la famille de Liam a sombré dans un abysse sombre de leur propre création. La vidéo n'a pas seulement détruit la réputation de Liam. Elle a servi de preuve irréfutable de violence psychologique, permettant à mon équipe juridique de finaliser le divorce à une vitesse fulgurante avec une victoire absolue pour moi. Liam a perdu sa carrière, ses actifs et son humanité. Il est devenu un paria total. Aucun cabinet à Wall Street ne voulait le toucher, et aucun ami ne répondait à ses appels. Martha et Chloé ont payé le prix fort pour leur ignorance toxique. Après avoir été éjectées de manière humiliante de Wall Street, elles se sont retirées dans leur appartement du Bronx, mais il n'y avait aucune paix. La honte, la fureur et les hurlements constants au sujet des factures impayées ont transformé cet appartement en un véritable enfer vivant. J'ai entendu une rumeur peu de temps après selon laquelle Martha avait subi un accident vasculaire cérébral massif, la laissant alitée de façon permanente. Chloé, n'ayant plus personne à qui sucer le sang, a dû abandonner ses illusions de grande mondaine et accepter des emplois ingrats au salaire minimum, juste pour payer les courses et les soins médicaux de sa mère. C'était une conclusion tragique mais entièrement méritée au chaos qu'elles avaient déchaîné. Elles avaient semé le vent, elles récoltaient la tempête. Je n'ai pas exercé de représailles supplémentaires. Je n'ai pas utilisé les milliards de HV Capital pour les écraser dans la boue. Pour moi, elles n'existaient plus. C'étaient simplement des ombres fanées d'un passé que j'avais complètement quitté. Mon indifférence totale et mon succès fulgurant étaient les punitions ultimes. Au lieu de perdre mon temps à jubiler de leur misère, j'ai concentré toute ma bande passante mentale sur la construction d'un avenir profondément significatif. J'ai officiellement fait irruption dans la lumière en tant que présidente de HV Capital. Je ne voulais plus être un fantôme mystérieux. Je voulais utiliser mon histoire, mon capital et mon intelligence pour inspirer. Je ne me suis pas seulement concentré sur les rachats d'entreprises froids. J'ai détourné un pourcentage massif des bénéfices de HV Capital pour lancer la Fondation Phoenix. La fondation n'était pas une œuvre de charité standard signant des chèques en blanc. Notre mission était d'autonomiser massivement les femmes. En particulier celles qui avaient survécu à des divorces toxiques, à la violence psychologique et au gaslighting extrême. Nous avons fourni des accélérateurs commerciaux d'élite, des conseils psychologiques de premier ordre, une représentation juridique pro bono agressive et un capital risque massif pour les startups, fondées par des femmes. Je voulais bâtir un écosystème où des phénix brisés pouvaient s'appuyer les uns sur les autres, penser leurs blessures et renaître de leurs cendres plus fort à l'infini. Ce nouvel empire m'a apporté une joie et un épanouissement profond que 7 ans à jouer les fausses épouses au foyer n'auraient jamais pu me procurer. J'avais trouvé la véritable mission de ma vie. Je ne me suis pas remarié. La romance n'était plus une priorité. J'ai trouvé un amour bien plus grand, un amour pour mon travail, pour ma communauté, et finalement,
Un amour profond pour moi-même. Un soir, après une journée implacable de réunions de conseil d'administration, je me tenais seul sur la terrasse de mon penthouse de Manhattan. L'espace avait été entièrement rénové et repensé, effaçant la moindre trace microscopique du passé. La skyline de New York brillait en bas, le vent soufflant sauvagement, portant le parfum pur et enivrant de la liberté absolue. J'ai baissé les yeux vers le verre de Cabernet millésimé dans ma main. La couleur rouge foncé était magnifique, exactement comme du feu liquide. J'ai été un phénix qui s'est arraché volontairement ses plumes les plus éclatantes, s'enfermant dans la cage d'un simple moineau, suppliant désespérément pour un amour simple et modeste. Mais ce moineau avait été impitoyablement jeté aux ordures. Et l'agonie pure de cette trahison avait incinéré mon déguisement pathétique. De ses cendres, l'oiseau de feu était rené, plus magnifique et terrifiant que jamais auparavant. J'ai souri, un sourire véritablement serein et détaché. Je ne nourrissais aucun ressentiment envers le passé. J'en étais immensément reconnaissante. Reconnaissante parce qu'il m'avait enseigné une leçon inestimable et brutale. Reconnaissante parce qu'il m'avait forcé à redécouvrir ma véritable identité. Une identité que j'avais abandonnée depuis bien trop longtemps. J'ai levé mon verre non pas pour porter un toast à une victoire sur mes ennemis, mais pour accueillir une nouvelle aube, l'aube d'une reine. Une reine qui avait bâti son propre empire, forgé sa propre couronne et écrit son propre conte de fées sans fausse note. Bienvenue à nouveau, chers auditeurs, sur le podcast Sunset Stories. Eh bien, quel voyage incroyable! Un autre récit dramatiquement intense, rempli de rebondissements imprévisibles et explosifs, a atteint sa conclusion. L'histoire de Harper a sans aucun doute laissé un impact viscéral profond sur nous tous. Elle commence par une injustice suffocante, traverse les vallées sombres de la manipulation et de la trahison, et culmine dans une résurrection glorieuse et absolue de puissance. Ayant écouté cela, je suis sûr que nous ressentons tous un profond sentiment de justice poétique concernant l'effondrement de Liam et de sa famille toxique, ainsi qu'une admiration immense pour l'intellect létal et la résilience de Harper. Mais aujourd'hui, je veux vous inviter, chers auditeurs fidèles, à faire une pause dans ces émotions agressives. Asseyons-nous dans un espace plus calme et analysons les couches plus profondes du voyage de la reine Harper. Pas seulement pour consommer un thriller de vengeance, mais pour en extraire les leçons profondes et salvatrices qui peuvent éclairer nos propres chemins. Parce que chaque histoire, aussi brutale soit-elle, contient des graines de survie, de sagesse et d'espoir. La première leçon, est sans doute la plus vitale que cette histoire expose brutalement, est le danger extrême de vivre sous un déguisement et le prix horrible d'un amour déséquilibré. Harper, une milliardaire incroyablement brillante, a joué volontairement le rôle d'une épouse soumise et parasite. Pourquoi? Par amour. Elle aspirait à une connexion authentique non entachée par son fond fiduciaire, essayant de protéger l'ego masculin fragile de son mari. Son sacrifice sonne noble sur le papier. Elle a tout abandonné, non seulement son argent, mais toute son identité. Mais qu'a-t-elle obtenu en retour? Une humiliation absolue, une dégradation et un défi arrogant de divorcer. Son sacrifice n'a pas gagné son respect. Il l'a muté. Il a nourri son complexe de Dieu, ses délires et sa trahison ultime. Il est devenu tellement accro à sa réussite facile qu'il a réellement cru qu'il était un génie, oubliant entièrement que tout son empire était bâti sur des fondations secrètement coulées par sa femme, inutile. Cela révèle une réalité déchirante dans les relations. Un déséquilibre caché massif est toujours une bombe à retardement. L'histoire de Harper est un avertissement profond pour nous tous. Ne minimisez jamais votre valeur et ne cachez jamais votre véritable éclat juste pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Le véritable amour se bâtit sur des fondations d'égalité et de respect absolu. Si vous devez faire l'idiote pour que votre partenaire se sente intelligent, ou faire la faible pour qu'il se sente fort, ce n'est pas de l'amour. C'est de la torture psychologique.
Un partenaire véritablement de haute valeur ne sera jamais intimidé par votre réussite. Il la verra comme un atout et une force motrice pour grandir à vos côtés. Mais une personne qui instrumentalisait ses propres insécurités pour piétiner la personne même qui la soulève. Elle ne mérite pas une seconde de votre temps. Vivez de manière authentique. Soyez fiers de vos réussites, aussi petites soient-elles. Parce que si vous n'exigez pas le respect de votre propre valeur, personne d'autre ne le fera à votre place. Et lorsque la trahison ultime a frappé, lorsque ce cruel défi a été jeté à son visage, l'histoire fournit notre deuxième leçon majeure. La puissance pure de la transformation et la nécessité absolue d'avoir un plan B. Harper aurait pu s'effondrer. Elle aurait pu pleurer et supplier, mais elle ne l'a pas fait. Sa signature sur ses papiers de divorce n'était pas un drapeau blanc. C'était un code de lancement. Il a déclenché un protocole méticuleusement préparé, réveillant un alter ego terrifiant de puissance. Elle a transformé la balle de son ennemi en pistolet de départ de sa propre contre-offensive. Cela souligne pourquoi vous devez toujours avoir un plan B. La vie est totalement imprévisible. Des catastrophes peuvent être lancées par les personnes dormant juste à côté de vous. Avoir un plan B, une stratégie de sortie, ce n'est pas être pessimiste. C'est faire preuve d'une grande intelligence. C'est de la légitime défense. Quel est votre plan B? Cela pourrait être un compte d'épargne secret. Cela pourrait être de garder vos compétences professionnelles affûtées. Cela pourrait être de maintenir un réseau solide d'amis et de mentors. Cela pourrait être de connaître vos droits juridiques. Plus important encore, un plan B est une forteresse mentale. La confiance inébranlable que si vous êtes forcé de partir demain, vous retomberez sur vos deux pieds. Harper avait un plan B irréprochable. Non seulement à cause de ses milliards, mais à cause de son intellect et de son alliance avec une avocate requin comme Queen. Elle n'a pas mené une guerre émotionnelle. Elle a sorti l'artillerie lourde. Cela nous apprend que lorsque l'on fait face à une guerre juridique ou financière extrêmement complexe, il ne faut pas essayer de jouer au héros en solitaire. Embauchez l'expert. Embauchez l'avocat. Ils vont retirer l'émotion de l'équation et exécuter des manœuvres létales pour protéger vos actifs. Ne craignez jamais le coût initial. Investir dans votre propre protection juridique génère le retour sur investissement le plus élevé que vous verrez jamais. Enfin, lorsque vous accédez au pouvoir absolu, comment devez-vous le manier? L'histoire de Harper nous donne une réponse brillamment humaine. Elle enseigne la différence profonde entre la vengeance aveugle et la justice absolue. Lorsque les tables ont tourné et que Liam suppliait à ses pieds, Harper n'a pas cligné des yeux. Elle lui a refusé une seconde chance. Pourquoi? Parce qu'elle comprenait que si certaines erreurs peuvent être pardonnées, les trahisons fondamentales de caractère ne le peuvent pas. Les larmes de Liam n'étaient pas nées d'un remords authentique. Elles étaient nées de la terreur pure de se retrouver fauche. Pardonner à un homme comme ça, ce n'est pas de la grâce, c'est de l'auto-sabotage. C'est rendre une arme chargée à votre tentative de meurtrier. Les actions de Harper étaient terrifiantes, calculées et rationnelles. Elle n'a pas laissé la nostalgie infecter sa réalité présente. Elle a utilisé des données brutes, des contrats et des audits financiers pour exposer son incompétence devant tout son conseil d'administration. Elle ne l'a pas poignardé dans le dos. Elle l'a exécuté publiquement avec la vérité. C'était un fraudeur. Par conséquent, il a perdu son siège. C'était une équation parfaitement équilibrée. Cela nous apprend que lorsque l'on fait face à un agresseur, l'empathie est un handicap massif. Vous devez être en titane. Tracez une frontière violente. Utilisez la logique et les preuves, pas les larmes et les supplications. Au moment où vous leur montrez un mur impénétrable de force, ils perdent tout pouvoir de vous blesser. Mais la force de Harper ne s'est pas muée en méchanceté. Après avoir reconquis son empire et laissé la famille de Liam s'autodétruire dans les conséquences de leurs actes, elle s'est éloignée.
Elle n'a pas utilisé ces milliards pour les traquer activement pour le sport. Elle les a laissés se noyer dans les conséquences de leurs propres actions. C'est la différence ultime entre la justice et la vengeance toxique. La vengeance veut que l'ennemi saigne. La justice remet simplement les compteurs à zéro, punissant les coupables et vindiquant les innocents. Et une fois que la justice est rendue, vous devez lâcher prise. Ne laissez pas les fantômes de vos agresseurs vivre sans loyer dans votre esprit. Laissez-les pourrir dans la prison de leur propre karma pendant que vous entrez dans la lumière. Et magnifiquement, l'histoire se termine par un message de renaissance. Harper ne s'est pas retirée sur une île privée pour thésauriser sa richesse. Elle est entrée sur le devant de la scène et a armé son traumatisme pour le bien commun. Elle a fondé la Fondation Phoenix pour financer et protéger d'autres femmes. Elle a prouvé que la victoire ultime n'est pas de détruire son ennemi, mais de transmuter sa plus profonde agonie en une superpuissance qui élève le monde. Le parcours de Harper prouve que toucher le fond n'est pas un cimetière. C'est un rampe de lancement. La trahison de Liam l'a forcé à muer, à rejeter sa fausse peau et à embrasser sa puissance latente et terrifiante. Cette cicatrice même est devenue le moteur la conduisant vers une vie infiniment supérieure. Cela nous amène à nous demander si les tempêtes brutales que la vie nous envoie ne sont peut-être pas destinées à nous détruire. Peut-être sont-elles conçues pour nous forger dans le feu, nous forçant à découvrir notre ultime raison d'être. Chers auditeurs, le récit de Harper est l'une des trahisons les plus sombres imaginables. Pourtant, il se transige en la plus glorieuse des résurrections. Il nous apprend à ne jamais laisser personne dicter notre valeur. Soyez farouchement authentiques. Affûtez votre esprit. Bâtissez une forteresse impénétrable pour les tempêtes à venir. Soyez sans pitié lorsque cela est nécessaire. Mais gardez votre cœur concentré sur un objectif plus élevé. Et par-dessus tout, croyez qu'à l'intérieur de vous, il y a un phénix qui attend de déployer ses ailes. Parfois, les flammes d'une tragédie absolue sont les seules choses assez chaudes pour le réveiller. Si cette histoire et notre analyse ont déclenché un feu de résilience et de valeur personnelle en vous, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Partagez cet épisode et vous abonner au podcast Sunset Stories. Votre soutien est le carburant vital dont nous avons besoin pour continuer à vous apporter ces récits incroyablement puissants et salvateurs. Partagez, écoutez, et localisons ensemble le phénix qui se cache en chacun de nous. L'histoire que vous venez d'entendre est une œuvre de fiction créée à des fins éducatives et de divertissement. Les personnages, événements et sociétés représentés sont entièrement des produits de l'imagination de l'auteur et ne visent en aucun cas à représenter de réels individus ou entités. Ce récit est construit pour véhiculer des messages humains sur la tromperie, le courage et le pouvoir de lutter pour la justice. Le contenu de ce épisode ne doit pas être interprété comme un conseil juridique, psychologique ou professionnel. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez naviguez à travers des défis de vie complexes ou de la violence, veuillez rechercher une consultation immédiate auprès de professionnels qualifiés, de conseils juridiques ou d'organisations autorisées afin de recevoir une assistance précise et en temps opportun. Merci sincèrement. Et nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine histoire.